amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai une maman, une invitée qui va arriver dans 30 secondes. Elle s'appelle Gladys. Bonsoir Gladys. Bonsoir Christophe. Bon, Gladys, dans un premier temps, ce qu'on va faire, vous allez nous dire simplement dans quelle région vous êtes, d'accord? Et puis, comme on sait que ça va toucher le monde des enfants, ben, je vais vous laisser raconter votre histoire. D'accord? Allez-y, Gladys, vous avez la parole. D'accord, merci. Donc, je suis Madame Gladys Renaud et Young. J'habite la région parisienne, à Massy. D'accord. Bon, déjà, on a renseigné l'info. Maintenant, vous racontez ben, ce qui vous arrive et pourquoi vous êtes là, ce que vous avez à dénoncer. Vous avez la parole. Allez-y. Merci. Alors, mon histoire est une histoire de business judiciaire et dans un bizutage judiciaire qui commence en 2009. Donc, je suis rentrée en France pour me reposer parce que j'étais salariée dans une grosse entreprise appelée Jetma Gabon. Et donc, du coup, je suis rentrée en France. Donc, du coup, je venais pour voir ma cousine. Donc, en venant me reposer, donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré un homme sur Internet, via les sites Internet. Et donc, du coup, je suis allée à son rencontre. Donc, celui-ci m'a pris mes papiers, m'a séquestré, m'a violée. Et donc, il y a eu 2 enfants qui sont nés de cette histoire. Donc, voilà en fait, le début de mon enfer. Et tout ça s'est passé entre 2009 et jusqu'à présent. Ça fait 14 ans que je vis l'enfer avec un système judiciaire et donc des personnes qui me poursuivent en fait. D'accord. Alors, donc là, le viol, les 2 enfants sont nés du viol, 2 fois du viol? En fait, j'ai été violée dans un premier temps quand je suis arrivée. Et donc, du coup, la première gamine est venue au monde. Et donc, du coup, en fait, les services sociaux m'ont découvert parce qu'en fait, j'étais sous un régime qu'ils appelaient AME, aide médicale d'État. Et donc, du coup, je n'avais plus mes papiers parce qu'en fait, c'est mon ex-mari qui maintenait mes papiers à sa disposition. Et donc, du coup, j'ai été on a déclaré on a fini par me déclarer parce qu'en fait, avec l'AME, j'allais faire en fait des visites auprès des médecins. Et donc, du coup, cette aide m'a aidé pendant la période où j'étais irrégulière sur le territoire français. Et donc, quand la gamine est née, donc, il y a eu une assistante sociale qui est passée, qui a vérifié ce qui se passait. Et donc, du coup, je lui ai raconté mon histoire. Et celle-ci lui a demandé de me régulariser, sinon elle alerterait les autorités. D'accord. Donc là, voilà. Donc là, on est en 2009, hein, c'est ça? C'est ça? On est en 2010 maintenant parce que je suis tombée en 2009, je suis tombée enceinte. 2010, j'ai eu ma fille le 31 mars 2010. Donc la gamine, c'est juste au moment de sa naissance qu'on me découvre en France, sur le territoire français. D'accord, c'est la naissance qui a ouvert le dossier en fait. Voilà, c'est ça qui a ouvert le dossier. Alors là, mais la première demoiselle, la première fille, d'accord? On peut avoir son prénom ou pas? On peut avoir son prénom? Gwenaëlle. Bon, Gwenaëlle, est-ce qu'elle est née d'un viol, elle, ou pas? Elle est née d'un viol, elle le sait. D'accord. Le viol, le papa le papa géniteur, est-ce que vous êtes resté quand même après encore avec lui ou pas? Je suis restée avec lui parce qu'en fait, je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas rentrer dans mon pays tant que je n'avais pas récupéré mes identités, en fait, mes papiers, en fait. Oui, il y avait une forme de chantage derrière, voilà. En fait. D'accord. Donc après, comment s'est poursuivie la relation avec le premier papa violeur? Pour que les gens comprennent bien. Voilà. Le premier papa violeur me dit, si tu veux récupérer ton identité, tes papiers, il va falloir que tu te maries. Donc, c'était du chantage affectif. Sinon, on te renverrait dans ton pays sans la gamine qui vient de naître. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, il y a donc un mariage qui se fait alors? Un mariage, en fait, que je qualifie de mariage blanc qui se fait. Et derrière, en fait, je dois remplir les devoirs conjugaux. J'en ai encore des traces dans mon dos. D'accord. Et là, en remplissant par devoir les
et devoirs conjugaux, il y a la naissance d'un deuxième enfant. Il y a la naissance d'un deuxième enfant. Je fais un déni de grossesse pendant les 3 premiers mois de la grossesse et je ne veux pas aller voir le médecin. Je ne veux rien savoir parce que ça a été un enfer. D'accord. En fait, j'étais fouettée, j'étais battue non seulement avec tout ça, et donc toutes mes grossesses ont été compliquées. Toutes mes grossesses ont été compliquées, les accouchements aussi. Donc là, on est d'accord que le papa géniteur du deuxième enfant, c'est une fille aussi, non? Oui, c'est le même, c'est le même. Bon, c'est le même, hein, c'est le même papa, d'accord? Oui. Mais la deuxième petite fille, elle naît quand même. C'est un garçon qui s'appelle Kylian. Voilà. Il s'appelle comment? Kylian. Kylian. Donc voilà. Donc c'est le même papa qui a ces deux enfants-là, qui est le géniteur des deux enfants. Oui, parce que je suis bloquée, j'ai pas de papier et donc le mariage s'organise. Ma fille vient au monde. Le mariage s'organise en septembre 2010 et du coup, donc je remplis les devoirs conjugaux. 2012, je mets encore au monde un enfant. J'ai fait d'abord un déni de grossesse, je mets au monde un autre enfant et donc du coup, je me sens complètement démunie dans un pays étranger. Je suis perdue, j'ai aucun repère. Et donc, non, mais ça, je vois le scénario et on comprend le scénario. Donc voilà. Alors, donc la suite de ça, parce qu'une fois qu'il y a les deux enfants, il y a une relation de couple qui est quand même pas saine, hein, on va dire. Donc, non. Est-ce qu'il y a un moment donné, il y a une séparation avec le père des deux filles, des deux premiers enfants? Voilà, il y a une séparation parce qu'en fait, je décide de m'inscrire au niveau de Pôle emploi. Pôle emploi me met dans un parcours de candidat pour un système qu'ils appelaient accomplir pour que, puisque j'étais salariée au niveau de chez Jetma, il fallait que je travaille en France parce qu'en fait, jamais je suis restée en fait dans mon ancien pays sans pour autant travailler. Donc, du coup, je m'inscris à l'école. Donc, je vais à la fac à l'Université du Mans, donc auprès d'un organisme qu'on appelle le CESI, déjà enceinte. Et donc, ça, du coup, pendant la grossesse du deuxième enfant. Du deuxième enfant. Je me dis, je dois me sortir de là et la seule solution que j'ai, c'est de m'en sortir en faisant des études pour pouvoir nourrir ces deux enfants et me sortir de cette impasse où je suis tombée. D'accord. Bon, ce qui peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Donc, la suite des événements, alors, c'est quoi qu'il a dit? Alors, je finis par venir jusqu'en Île-de-France, donc dans la région de Essonne, à Massy. Je continue mes études, j'élève mes enfants et donc du coup, je valide mon bac plus 6 et derrière, je mets en œuvre une stratégie de départ en fait, de quitter en fait cette personne, puisque ce mariage avait été organisé par lui et donc du coup, je me rends auprès d'un avocat. D'accord. Ouais. J'explique ma situation. Je vais au commissariat de police, j'explique tout ce que j'ai vécu. Et donc, du coup, ils enregistrent une plainte. Là, on est en année 2000. En fait, 2016, je vois l'avocate. 2017, je porte plainte. Je porte plainte auprès du tribunal. Et derrière, j'explique mon calvaire. Et derrière, ils enregistrent 9 pages de plainte. Au final… Mais est-ce que tu as, pour que les gens comprennent, est-ce que tu as une copie de cette plainte-là? Oui, je l'ai là sous les yeux. Non, non, mais je l'ai la plainte avec moi. C'est simplement pour quand tu dis quelque chose, montrer aux gens que tu as des preuves de ce que tu dis. Hein, d'accord? C'est simplement donc, pour ça. Le numéro de PV est le 2017 0023 90. D'accord, d'accord. Donc là ta plainte était enregistrée. Elle est enregistrée. Et la suite, un homme de BNP que je rencontre entre-temps parce que je me sens toujours perdue dans un pays étranger, même en étant française. Donc, je lui demande de l'aide, de m'aider. Il travaillait à l'époque chez Nacticide. Ce monsieur refuse de m'aider. Qu'est-ce qu'il fait? Il est au courant que je suis dans une situation pas très claire et que j'ai peur parce qu'en fait, quand je demande le divorce, mon ex-mari me menace de mort. Que comme tu m'as dénoncé, je te tue et je vends les enfants au réseau de pédophiles que j'ai l'habitude de regarder, que tu connais. Parce que pendant la vie de couple, ils regardaient les films pédopornographiques. Je les nonce dans ce même PV. Et j'explique en fait tous les systèmes de drogue qu'il y a en fait dans le PV, parce que le PV, ils l'ont. Et donc, le monsieur de BNP, au lieu qui travaille aujourd'hui, qu'on appelle Franck Nicolas, BNP AM, au lieu de m'aider, alors, il fait pression sur moi.
il me demande en fait des histoires sexuelles alors que j'ai pas la tête à ça. J'ai besoin de m'en sortir et j'ai besoin d'aide pour qu'on sorte mes enfants de là. Alors attends, dans ce que tu viens de dire là, pour que les gens comprennent, je vais changer ta phrase. Il t'a fait un chantage sexuel. Voilà, c'est ça. Il me dit qu'il me veut odorante. J'ai toutes les preuves de ça. Il me veut odorante, il veut ma chatte odorante. J'ai envoyé tous ces éléments-là à la justice française. Et donc, du coup, pendant un moment, je refuse. Qu'est-ce qu'il fait? Il va porter plainte comme quoi contre moi en disant que je le harcèle. Je le harcèle financièrement, etc. Alors que moi, en fait, à ce moment-là, je travaille, j'ai un bac+6, je travaille au sein de Veolia OTV, Veolia Eau, parce qu'en fait, je fais de la dépollution des eaux. D'accord. Mais alors, ce que les gens ils doivent savoir, c'est que même si tu attaques, toi, tu as une chose qui est importante, tu as fait la copie de tous ces emails qu'il t'a écrits. Oui, je les ai même diffusés sur Internet. En ce moment, pendant qu'on se parle, les vidéos sont diffusées sur Internet. D'accord. Donc, ben voilà, ben c'est très important parce que ça évite la propagation des mensonges que lui, il a essayé d'imposer. D'accord? Bon. Derrière, qu'est-ce que je fais? J'écris à l'Élysée et au procureur de la République, voilà les courriers, tout le tas de courriers AR que j'écris à l'Élysée, au ministre de la Justice. Avant, il y avait une ancienne, c'était une dame qui était ministre de la Justice à l'époque. Et là, j'ai écrit, je crois que c'était Madame Belloubet, je crois, à l'époque. Et donc, du coup, j'ai écrit à Madame Belloubet, j'ai écrit au ministre de la Justice actuel, j'ai écrit à l'Élysée, j'ai expliqué ma situation, j'ai écrit à l'ambassade du Gabon parce que mes enfants qui sont nés en France sont d'origine franco-gabonaise, comme moi-même. Ils ont la double nationalité. Voilà. Et donc, ce qui est une protection pour toi aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Et donc, j'écris et c'est comme ça qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et derrière, en fait, M. Franck Nicolas de BNP AM continue à me harceler. Et derrière, je demande à la justice de me laisser tranquille et de faire quelque chose pour que je m'en sorte, que je sorte de là. Je suis désemparée. J'ai un homme, mon ex-mari, qui me menace de mort et un homme qui me harcèle sexuellement et qui dit qu'il est harcelé. Et il a envoyé des messages très violents en disant que je vais porter plainte contre toi et derrière, je vais dire aux gens que tu me harcèles. Je dis, mais non, je ne te harcèle pas, j'avais besoin d'aide, tu ne m'as pas aidé, c'est terminé. Et donc, du coup, derrière, j'ai un système judiciaire qui se déclenche et le procureur d'Evry classe ma plainte que je viens de dénoncer, soi-disant que j'aurais des relations particulières avec les hommes. D'accord, ah ben là, ça y est. Et là, je suis choquée. Je suis choquée. Mes enfants, je demande à ce qu'il derrière au juge des affaires familiales de faire quelque chose par rapport à mes enfants. Derrière, en fait, je demande à ce qu'on protège mes enfants. Et derrière, je déclenche, en fait, puisque les enfants étaient en danger, le père était tout le temps nu devant les enfants le disaient, ils avaient 2 ans et demi et 5 ans et demi. Et derrière, j'alerte le 119 en disant que mes enfants sont en danger. Derrière, en fait, le procureur envoie une assistante sociale de l'AMDS pour venir mener une enquête. Ouais. Derrière cette enquête, elle se rend compte que le père, elle-même, elle l'a écrit, a des déviances sexuelles. Et vraiment, alors, ce qui est important, elle l'a écrit, mais est-ce que tu as une copie de ce qu'elle a écrit? J'ai une copie de ça, pas qu'une seule copie, j'en ai même plusieurs. C'est très important parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas ce genre de rapport. Toi, tu les as, c'est très important. Oui. Ça te permet d'avoir des preuves factuelles. Voilà. Et derrière, l'AMDS fait le signalement auprès du procureur de la République, Madame Caroline Nissan. Derrière est déclenché ce qu'ils appellent une AMO, assistance éducative. Derrière, les enfants, le juge des affaires familiales décide un week-end sur 2 d'envoyer les enfants chez le père. Moi, je décide que je ne veux pas parce qu'en fait, c'est dangereux. Et donc, je n'envoie pas mes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Il classe ma plainte et derrière, il me convoque pour non-présentation d'enfants. Parce qu'en fait, le père se plaint que je ne présente pas les enfants. Or, moi, je pense que les enfants doivent être protégés, ils sont en danger. Il y a surtout qu'il y a des rapports qui prouvent qu'il a une activité, on va dire, pédophile. Pédophile, oui. Et du coup, j'ai même réussi à récupérer le lien HTTPS
sur les sites sur lesquels il allait. Parce qu'en fait, les liens, les vidéos étaient envoyées, les liens étaient envoyés par un jeu vidéo qu'on appelle World of Warcraft. C'est un développeur des logiciels. Et j'ai même envoyé ça à la police quand j'ai déposé mes plaintes. D'accord, non, mais Sauf qu'ils ont classé ça. Mais tu as bien fait les choses parce que du coup, tu as beaucoup de preuves. Et ça, c'est important. Oui. Et derrière, en fait, on continue cet AMO pendant des années. Donc, les enfants, moi, je vis de mon côté à Massy, les enfants vont un week-end sur 2 pour les vacances, etc. Et derrière, l'AMO met du temps à déclencher. Et donc, les enfants subissent des choses. J'alerte le service All Gas Pleaser qui est censé faire cet AMO. Et derrière, le service finit par me répondre et ils arrivent en 2017, fin 2017, début 2018. Et là, ils se rendent compte qu'il y a un problème chez le père. Ils se découvrent chez le père que les enfants prennent le bain tout nus avec le père. Et les enfants se plaignent qu'ils ne veulent plus prendre les bains nus avec le père. Et c'est écrit dans les rapports. Ça, c'est important, c'est très important, franchement. Et alors, voilà. Du coup, qu'est-ce que ça provoque derrière ça? Parce que c'est important comme rapport. C'est que ça provoque derrière, il y a des rapports qui se cumulent. En fait, on rentre dans ce que moi j'appelle un continuum AMO. Le père derrière, il se douche nu. En fait, derrière moi, j'emmène mes enfants à un truc qu'ils appellent CMP pour qu'ils rencontrent des psychologues en dehors de moi pour qu'ils expliquent leurs problèmes. Derrière, le CMP déclenche la crypte, ce qu'on appelle la crypte. Ils alertent que, en fait, le père prend des bains nus avec les enfants et les enfants n'aiment pas ça. Et moi, je ne suis pas au courant. Je suis en déplacement, je ne suis pas au courant. Jusqu'à ce que j'arrive au tribunal, je découvre ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On continue, la justice française continue à servir de la chair fraîche au bon père qui a des comportements déviants envers les enfants. Ce qui est incroyable, c'est que ce que tu dis là, c'est quelque chose qui se renouvelle ailleurs aussi, hein, je peux le savoir, comme si notre justice en France, elle était chargée de fournir les pédophiles. Voilà, c'est ça. Et finalement, en 2020, il passe à l'acte, il dort avec sa gamine. En fait, on découvre des poupées avec des têtes coupées, avec des dessins de zizi, etc., des trucs avec, comme il y a un zizi, tout ça, j'ai des preuves. Donc, les enfants transforment des bouquins de l'école maintenant avec des sexes, des seins, des choses assez hallucinantes. Et là, j'appelle l'éducateur en disant, c'était en fait à mon domicile que je découvre des choses. Ils arrivaient à peine chez le père. Je dis, voilà, les enfants, voilà ce qu'ils ont dessiné. C'est là où, en fait, c'est une amie qui trouve ça. Et c'est comme ça que l'amie me dit, prends des photos parce que si tu rends tous les bouquins à la justice, tu n'auras pas de preuves. Donc, qu'est-ce que je fais? Je filme tout et je prends tous les objets qu'ils ont fait ça. Je lui remets à l'éducateur les éléments en question et moi, je garde mes preuves. Derrière, qu'est-ce que je fais? Comme le commissariat de police de Massy a classé ma plainte sans suite sur les éléments que j'avais énoncés et qui me poursuivait pour non-présentation d'enfants et non-représentation d'enfants, en 2020, on découvre au final que les enfants subissent des choses et derrière, le juge décide en 2020 de ne plus envoyer les enfants subir ce qu'ils appellent l'inceste chez le père. Alors, ça c'est en 2020, d'accord? Voilà. Donc, en 2020, tes deux enfants, la fille et le garçon, ils ont quel âge à ce moment-là? Ils ont 6 et 10 ans maintenant. 6 et 10, non, pas 6, 7 et 10, ils ont 2 ans et demi d'écart. D'accord. Alors maintenant, est-ce que je peux te poser une question à laquelle tu auras le droit de ne pas répondre, mais c'est pour éventuellement que les gens puissent avoir une réponse à une question qu'ils peuvent se poser. Le père de tes enfants, il est d'origine française, il est blanc ou il est africain? Il est blanc, il est français, il est breton, il est né à Pithiviers. D'accord, voilà. Donc, c'est une précision pour bien montrer que tu t'étais marié avec un père blanc, d'accord, qui a, à mon avis, il doit faire partie de la franc-maçonnerie, d'accord? Et à mon avis, il est dans des réseaux, dans des strates de cette franc-maçonnerie qui n'est pas du tout honnête, si tu vois ce que je veux dire. Oui, bravo Christophe. C'est exactement ce que j'ai remarqué. C'est-à-dire que quand on voit le scénario tel qu'il se passe et que je compare à tous les autres témoignages de mamans qui sont victimes, d'accord?
je vois bien que le schéma que tu me présentes, il est en correspondance avec les enfants qui sont violés parce que le père, il est pédophile et 9 fois sur 10, le père pédophile, il fait partie de la franc-maçonnerie satanique. Oui, Voilà, c'est ça. C'est c'est exactement aussi ça. simple que ça. C'est ce que Et après, c'est ça. et après, j'irais même jusqu'à dire que celui avec qui tu avais demandé de l'aide, d'accord, il serait dans le même Ils collège. sont dans le même réseau. Voilà, ça m'étonnerait même pas. Tu vois, Je vais suivre l'histoire. Ils sont même dans le même réseau. voilà, Au tu vois, final, j'anticipe, hein, mais tu vois, je comprends quand même des choses. Hein. c'est exactement ça. C'est un rire nerveux, donc j'en ai besoin. Et Ben, c'est parce exactement ça. que en fait, tu dis des choses et j'anticipe même ce que tu es capable de dire. C'est D'accord? ça. Donc, ça veut dire que je vois bien le schéma que tu subis. Maintenant, la suite de tout ça, parce que là, donc là, il y a un juge qui décide qu'ils n'ont plus le droit d'aller voir le père, d'accord, géniteur, Oui. mais tu as une procédure de divorce qui est en cours. Oui, en fait, je suis divorcée depuis des années. Il a mis du temps, divorcé depuis des années. J'ai repris ma vie, j'ai acheté un appartement, j'ai créé une entreprise et donc, du coup, je me concentre sur mes activités professionnelles. Qu'est-ce qui se passe quand on découvre que les enfants ont subi des actes d'inceste chez le père? Le monsieur Franck Nicolas de BNP rentre dans le dossier. Qu'est-ce qu'il fait quand on arrive dans les audiences pour enfants? Le père des enfants ramène des documents. Et donc, du coup, M. Franck Nicolas écrit au juge des affaires familiales et au juge pour enfants. Et derrière, l'audience est sabordée. On ne parle plus de l'inceste des enfants. En fait, l'inceste, on le noie, en fait, sur... voilà. Sauf qu'on a des écrits. On a des écrits sur des audiences du 1er février. Alors, lui, pourquoi il est arrivé dans ton dossier, ce gars-là? C'était quoi la raison? Parce qu'en fait, il a besoin, c'est un ami de mon ex-mari. Ils font partie de la même bande. C'est ce que tu viens de dire, Christophe. D'accord, non, mais c'est ce que je voulais que tu le répètes et que tu le redises. C'est ce que tu viens de dire. C'est la même propagande. Le procureur de la République, je l'envoie des courriers, mais des courriers. J'écris à tout le système judiciaire en disant je suis en danger, fais quelque chose, il faut aider mes enfants. J'envoie des SOS. Derrière, je crée un compte en 2020 Twitter, j'alerte tout le monde. Et le Franck Nicolas, il s'introduit, c'est lui qui solde mes dossiers. C'est lui qui a soldé le PV qui a été classé sans suite, comme quoi j'aurais des relations particulières avec les hommes. Et derrière, qu'est-ce que je fais? Comme je fais un peu de droit, je décide, puisqu'en fait, on a le droit de recours, je fais appel de décision. Et derrière, j'explique ce qui se passe avec les enfants. Et derrière, qu'est-ce que je fais? Il classe la nouvelle plainte qui a été faite en appel. Qu'est-ce que je refais derrière? Je constitue avec partie civile. Ouais. Et là, je contre ce monsieur-là, contre l'ami de ton. Ce n'est plus, c'est que je prends tout le système judiciaire, je mets dans le dossier. D'accord. Je mets dans le dossier. Et donc, du coup, je rédige avec une amie qui est avocate, on rédige la constitution avec partie civile en tenant compte de tous les éléments, de toutes les infractions qu'a commis la justice française. Et derrière, je vais à la chambre. Je vais à la chambre, je vais au niveau du TGI d'Evry, je vais à la chambre du greffe, je dépose en fait cette constitution avec partie civile et derrière, il me tamponne le document, je reviens avec la preuve. D'accord, elle est enregistrée. Voilà, elle est enregistrée. Derrière, qu'est-ce qui se passe? La plainte est recevable. Derrière, elle a été recevable en 2021. En 2021, je la dépose. 2022, elle est recevable. On me demande de consigner. Et donc, derrière, je consigne. Ce qui est mystérieusement bizarre, c'est qu'en 2022, le procureur n'est plus procureur. Ah bon? Voilà. Le procureur qui avait enregistré la plainte? Le procureur qui a classé la plainte, soi-disant que j'aurais des relations particulières avec les hommes, comme j'ai constitué avec partie civile. J'ai engagé des avocats pour récupérer tous les éléments du dossier en enquête préliminaire. Donc, c'est le procureur qui t'avait mis en accusation qui est plus en place. Caroline Nissan. Alors, à mon avis, il a été démis de sa fonction parce que tu avais déposé plainte. À mon avis, c'est une des conséquences. C'est ça. D'accord? Tu as amené des preuves
qui sont importantes, et pour éviter, on va dire, un scandale, ils l'ont déplacé. Il est parti dans un autre. Ils l'ont déplacé au ministère au ministère de la Justice, Madame Caroline Nissan. Et son nom, je le dis parce qu'en fait, je parle d'elle dans tout ce que je mets sur les réseaux sociaux. Et derrière, ils l'ont envoyé en tant que directrice de la protection judiciaire de l'enfance, au ministère de la Justice à Paris. Et derrière, je dis, mais non, elle va pas s'échapper comme ça, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? J'alerte les réseaux sociaux. Je prends le dossier en question. Je le balance sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se décide en 2022? C'est que la procureure est partie. Il faut sauver l'honneur de la procureure. Derrière, je décide d'envoyer un courriel pour l'assistance éducative en les disant clairement, je ne veux plus voir votre dossier d'assistance éducative parce qu'en fait, on est dans du bisoutage. Je ne veux plus que vous fassiez quoi que ce soit. Les enfants ne veulent pas non plus aller en visite médiatisée. Vous arrêtez tout, vous nous laissez vivre tranquille, on veut du renouveau. J'écris encore au procureur. Je lui dis d'arrêter. Et derrière, je lui dis non, parce qu'en fait, votre système judiciaire est un système qui me coûte de l'argent. Non seulement il y a des audiences que je paye à 2 750 €, et comme ils savent que je travaille et que je gagne bien ma vie, donc du coup, ils savent ils me faisaient faire des audiences 2 fois par an. Il y avait le juge des affaires familiales, que maintenant que je dépensais 2 700 €, et le juge pour enfants que je dépensais tout le temps 2 700 €. Je demande d'arrêter maintenant que mon argent doit subvenir aux besoins de mes enfants, qu'on me laisse vivre tranquille puisqu'ils ne veulent pas faire la justice. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le 19 octobre, il y avait une audience. J'ai décidé de ne plus aller rencontrer cette mafia judiciaire parce que je les appelle la mafia judiciaire. Ça, c'est l'assistance éducative. Le numéro de dossier de l'affaire, c'est le D17/0146, l'assistance éducative. Derrière, qu'est-ce qu'ils font? Comme j'ai décidé de ne plus payer leurs audiences, ils ont raflé mes enfants à l'école pendant que je travaillais à mon île, en me traitant d'être une prostituée. Non. En me traitant d'être une prostituée, si, en me traitant d'être une sorcière, etc., parce que je serais allée en Afrique, etc. Mais c'est tout un tas de mensonges. Et ils me disent mais j'espère que tu l'as publié, ce truc-là, ce document-là. Ah si, j'ai tout publié. Quand je publie, ils ont bloqué un moment. Du coup, je republie en les disant que vous arrêtez de bloquer tout ce qu'il y a. J'ai mis ça sur TikTok, j'ai mis ça sur YouTube, j'ai mis ça sur Twitter. Tout le monde est au courant, mais j'ai énormément de vues par rapport à ça. Et donc, derrière… mais tu as raison, Gladys, tu as raison. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu es une combattante. Merci. Et donc, quand ils ont raflé mes enfants, ils se sont dit, on va la traumatiser, on va la récupérer à la petite cuillère. Ils ont raflé mes enfants pendant que j'étais en jury parce que j'ai un cabinet et derrière, je forme des gens. Je suis allée dans un jury à la CCI de Paris, du côté de Rambouillet. Et donc, du coup, ils m'annoncent par téléphone, ah bah on a pris vos enfants, nous sommes le 20 octobre 2022, on a pris vos enfants à l'école, on les a placés, vous devez venir signer des papiers. Je dis, écoutez, je ne viens pas signer des papiers. Il ne faut pas les signer, les papiers. Je n'ai pas signé de papiers. Parce que comme je suis qualiticienne et je fais du droit en même temps, c'est ce que j'accompagne. J'ai dit non, c'est illégal ce que vous avez fait. Vous avez placé mes enfants sans mon consentement. Ils ont un appartement, ils ont à manger parce qu'ils mangent bio chez moi. Il ne manque de rien. On a juste 2 bonhommes qui décident de me saborder comme ils veulent. Et derrière, sans que je le sache, je reçois un courrier par la boîte postale, par lettre, un courriel. Je me rends compte que avant, les juges ne mentionnaient jamais les courriels que M. Franck Nicolas envoyait. Ça bavardait juste de lui pendant les audiences. Et là, comme je n'ai pas été à l'audience, je ne sais pas si c'est une erreur de ma part, mais c'est bénéfique pour moi. Je découvre que M. Franck Nicolas de BNP AM a envoyé un courriel à la juge Cécile Boichot en date du 27 septembre 2022, avant l'enlèvement de mes enfants.
Il a envoyé un courriel. Je ne sais pas je ne connais pas la teneur des choses qu'il aurait dit dedans. Tout ce que je sais, c'est que ce monsieur se dit harcelé par moi parce que j'ai refusé de coucher avec lui et il y est tous les jours. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait appel de la décision. J'ai pris un avocat en 10 jours, j'ai fait appel de la décision. J'ai reçu la déclaration d'appel parce qu'en fait, j'ai suivi le procédé de ce qu'il m'avait dit. Donc, j'ai reçu la déclaration. Derrière, on m'a demandé, l'avocate que j'ai pris, je ne donnerai pas son nom parce qu'en fait, dans ce dossier-là, ils harcèlent même et ils payent même les avocates de mes dossiers. C'est pour ça que ça. Alors là, pour que tu comprennes, je suppose que tu as compris que quand la franc-maçonnerie, elle s'en prend à un avocat, la franc-maçonnerie peut casser la carrière de l'avocat qui te défend. Ici, c'est ce qu'ils ont fait à cette avocate. C'était une avocate congolaise d'origine de Mapo. Et donc, du coup, du jour au lendemain, quand les enfants étaient placés, elle me dit, mais vous ne pouvez rien faire, même si vous êtes parti à l'audience. C'est une Franck Nicolas qui gère ce dossier-là. Et les jours qui ont suivi, elle a démissionné du dossier. Bah oui, parce que c'était sa carrière qui était morte, en fait. Parce qu'ils l'ont menacée, en fait. Elle a démissionné parce qu'ils l'ont menacée. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, derrière, qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit, oui, mais prenez un avocat sur place. J'ai appelé l'ambassade du Gabon. Je dis, voilà, mes enfants ont été raflés, kidnappés à l'école, alors qu'ils ont un appartement que j'ai acheté à 15 minutes de Paris. Hein. Et il ne manque de rien. Ils ont des ordinateurs, ils ont tout ce qu'ils ont. Et ce n'est pas des enfants qui sont à la rue, ce n'est pas des crèves de la faim. J'ai travaillé, j'ai fait des études pour ça. Mais alors, le motif qu'ils ont mis sur le rapport, tu l'as ou pas? Le motif, ils disent que je suis folle. D'accord, d'accord. Ils disent que je suis folle parce que. C'est marrant comme à chaque fois quelqu'un qui dit la vérité, qui dénonce des choses, c'est des gens qui sont fous ou bien qui sont incompétents. Parce que je les ai dit dans le courrier que j'ai envoyé que j'en ai marre de votre franc-maçonnerie, je n'en peux plus, je ne viens pas à vos audiences de franc-maçon, vous vous débrouillez, moi je suis une Africaine, je n'ai pas peur de vous. C'est ce que je les ai dit. Je dis votre histoire, vous me l'arrêtez. Et c'est pour ça que derrière, comme j'ai parlé des réunions d'ouverture, parce que moi, non seulement je suis directrice d'entreprise, derrière, je suis auditrice aussi. Donc, je mène des enquêtes par rapport à ce genre de dossier. Les procédures, c'est moi qui les écris et c'est moi qui les défais. Sauf qu'au niveau judiciaire, quand je comprends, quand ils ont déjà élaboré une procédure, ils sont incapables de défaire la procédure, à moins de contrer cette procédure par une autre procédure qui vient bloquer le tout. Et à chaque fois, dans le cadre de ce dossier, j'ai toujours pris des procédures pour bloquer à chaque étape de leur façon de faire ces francs-maçons. Et ça, ils ont détesté ça. Ah ben, ça, je veux bien le comprendre. Mais alors, Gladys, je suppose que tu t'as amusé à regarder certains de mes témoignages de victimes, en fait. Tu as dû en regarder quelques-unes. Oui, j'ai regardé Magali Vanessa, j'en ai regardé quelques-uns. Tu as vu comment ils vivent des fois des manigances, les mensonges qu'ils peuvent vivre. Hein. Oui. Tu as vu, hein. Eh bien, comme toi, sauf que là, toi, tu as une résistance juridique, tu as une manière de faire qui les perturbe. Parce que toi, tu t'es attaqué, on va dire, à une strate de la franc-maçonnerie qui est perverse, hein, d'accord? Donc, et c'est ça qui est déstabilisant. Mais, plus tu communiques, plus tu diffuses, plus tu balances sur les réseaux, plus ça doit les emmerder, en fait. Ça les emmerde. Et ils ont bloqué mon compte YouTube. Des fois, ils m'ont bloqué pendant 11 heures d'affilée sur Twitter et ils m'ont obligé à retirer. C'est que dès que je balance, parce qu'à un moment, je balance tous les documents et je balance tous les procès-verbaux qu'il y a dessus en disant, regardez, ce sont des infractions très graves. Ces personnes-là, il y en a au moins 5 ou 6 qui doivent se retrouver en prison. J'ai 40, pour te dire, Christophe, j'ai 40 personnes qui me pourchassent depuis des années. Oh putain, c'est la gueule. Ah mais non, mais je rigole, mais c'est comment dirais-je, tu démontres quelque chose que moi j'essaye de faire témoigner plein de gens. Et toi tout seul, tu arrives à faire une sorte de centralisation de tous les méfaits qu'ils font à tous les autres. Oui, c'est ça. Et derrière, qu'est-ce que je fais quand je diffuse sur les réseaux sociaux? Je fais la liste de chaque personne.
je les dénonce. Je dis, mais écoutez, vous êtes des proxénètes, déjà. Vous êtes accompagnés de pédophiles dans une mafia, en bande organisée. Et ce que j'ai remarqué dans cette histoire, c'est qu'ils agissent toujours en meute. Ils sont toujours en meute. Est-ce que tu as contacté un mec qui s'appelle Carl Zero? J'ai commencé à le contacter, et donc il voit ce qui se passe. Il me suit quand même, il suit mes éléments sur. D'accord, c'était pour savoir, hein, d'accord. Parce que ce qui est important, c'est justement d'avoir une alliance avec tous les gens qui sont des gens qui dénoncent des mécanismes de ce genre-là, en fait. C'est très important, de pas montrer que tu es toute seule. Donc ça, mais comme tu avais déjà publié plein de choses, bon, là, évidemment, tu vas rentrer sur un petit réseau complémentaire, d'accord. Mais surtout, tu vas rejoindre un nombre de témoignages qui est important, d'accord. Parce que moi, je donne la parole à plein de gens pour montrer que les mécanismes sont les mêmes partout. Alors, de temps en temps, il y en a où c'est excessif comme le tien, parce que là, tu cumules à peu près tout. Mais, si on prend tout ce que tu vis comme étape, tu t'aperçois que c'est ce que le vivent les autres, des fois par épisode. Oui. Toi, tu les cumules, d'accord. Et tu es en train de faire une démonstration du cumul de ce qu'on peut vivre, d'accord. Donc, c'est ça. C'est très complémentaire. Donc, ton témoignage est très complémentaire. Donc, c'est important. Donc là, maintenant, la suite, tu vois quoi là dans la suite, là, pour l'instant? Là, dans la suite, ce que j'ai fait, parce qu'en fait, ils m'ont menacé de mort. D'abord, c'est que le jour où ils ont enlevé mes enfants, le 20 octobre 2022, en fait, c'est quelqu'un qui allait sur les réseaux sociaux, mon harceleur, parce que cet harceleur me parlait d'anus, des trucs pervers, en fait. Et derrière, j'avais des soupçons que c'était mon ex-mari ou le monsieur Franck Nicolas de BNP qui était derrière tout ça. Et derrière, je reçois en fait un message comme quoi tu as assez, profite encore un peu, tu as assez vécu, tu vas voir ce qu'on va te faire. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Les courriels, je les ai. Et derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ce même mail à toute la population judiciaire d'Évry et de Paris. Parce que ce sont eux qui ont le dossier. Et derrière, la justice n'a rien fait. Derrière, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à ce que M. Franck Nicolas de BNP Paribas sorte de mes dossiers. Qu'est-ce qui se fait? Il a réussi à me trouver une audience. Je dis non, en fait, en référé. Au lieu d'aller au civil, il est parti au civil, au lieu d'aller en référé pour me demander des amendes, pour qu'on règle ça à l'amiable. Je dis non. Et donc, du coup, derrière, je dis non, moi, je veux qu'on aille au pénal. Parce qu'au pénal, il n'y a pas en civil et en référé, il n'y a pas des sanctions. Moi, je veux que ce monsieur aille au pénal et derrière qu'il libère mes enfants qu'il a envoyés à l'ASE. Et je découvre à l'ambassade du Gabon que c'est bizarre alors qu'il n'est pas le père des enfants. Il surveille en ce moment, via cette mafia, l'ASE où sont placés mes enfants. Et je demande à l'ASE en question de me fournir les dossiers médicaux des enfants pour que je sache s'ils vont bien ou pas. Vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent clairement, oui, on va d'abord rendre ces documents médicaux anonymes avant de vous les transmettre. Je dis, mais c'est illégal. Le Code de la santé publique ne le prévoit pas, ce genre de choses. Et là, depuis ce jour, personne ne parle. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ils sont venus, il y a 3 jours, vandaliser ma boîte aux lettres. Alors, ce que tu fais, si tu penses qu'ils vont essayer de t'attaquer avec ton courrier, pour les empêcher de te piquer ton courrier, parce qu'ils vont essayer, d'accord? Oui. Il y a une chose que tu peux faire, tu peux aller à la poste, d'accord? Et réserver ce qu'on appelle une boîte postale à la poste, d'accord? Ça veut dire que la seule différence qu'il y a, c'est que tu serais obligé d'aller chercher ton courrier à la boîte postale. Mais elle est sécurisée et personne ne peut la toucher. Donc là, tu es sûr d'avoir ton courrier. Bon, c'est un petit abonnement pas cher, mais ça pourrait te rendre service. Parce que s'ils viennent piller ta boîte aux lettres, à mon avis, tu as intérêt à avoir une boîte postale. Voilà. D'accord. C'est un conseil que je te donne. Hein, d'accord. Derrière, quand ils m'ont menacé de mort, ils ont posté des purs devant mon appartement, matin, midi et soir. Et derrière, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté des caméras, des mini-caméras que quand je sors, j'ai des caméras devant et derrière. En fait, c'est des caméras cachées, en fait, que j'ai achetées. D'accord. OK. Et derrière,
qu'est-ce que je fais? Je fais mes courses sur Internet. Et de temps en temps, quand j'ai un membre de ma famille, puisque ma famille suit ça aussi, et ils viennent m'épauler par rapport à ça, j'ai écrit à l'Élysée, j'ai parlé au ministre de la Justice, et derrière, j'ai reçu une convocation dans l'affaire du placement de mes enfants. Donc, j'ai un rendez-vous au tribunal, à la Cour d'appel de Paris, de ce mois-ci, en fait. D'accord, mais ça, c'est important. Par contre, il y a une petite question annexe que je voudrais te poser. Est-ce que tu as fait tout ce que tu as subi là, est-ce que tu l'as déclaré à l'ambassade de ton autre pays? Oui, l'ambassade du Gabon est rentrée dans le dossier, a demandé à la France ce qui se passe. La France, ils ont demandé à la France de remettre tous les papiers et la France a peur de remettre les papiers. Ils les disent d'abord, mais les enfants sont français. Ils se disent non, les enfants sont franco-gabonais. Et c'est là où ils ont embrouillé. Ah, d'accord, ils doivent être emmerdés, hein, je te le dis tout de suite. Ils doivent être emmerdés. C'est pour ça que je te dis que c'est pour ça que je voulais que l'ambassade soit au courant, mais si tu l'as fait, c'est très important. En fait, eux, au niveau de la France, quand mon ex-mari a pris les enfants et avec le monsieur de BNP allait les placer, pour eux, ils se disaient que les enfants n'avaient pas la double nationalité parce que c'est quelque chose que j'ai fait en cachette. Et c'est comme ça. Mais tu as bien fait. Le jour où j'ai fait l'appel, j'ai sorti les papiers gabonais des enfants. Et c'est là où il y a eu, l'appel a été recevable, qu'ils m'ont convoqué. La déclaration d'appel est recevable, et donc ils m'ont convoqué. Et derrière, ils sont en train d'étudier le dossier. L'ambassade du Gabon, puisque c'est la vice-consul qui traite ce dossier-là, a demandé au monsieur Nicolas de sortir du dossier et c'est comme ça qu'il m'a emmené en référé. Vous savez ce qui s'est passé en référé? Il a simulé une salle d'audience qui n'était pas la bonne pour m'envoyer à cette salle d'audience. Et j'ai eu le réflexe de prendre tous les éléments de preuve. Il m'envoie en 422. En salle 422, alors que c'était en salle 435. Et voici le ticket du tribunal. D'accord. Et donc, du coup, j'ai pris le ticket. Et donc, pour me rendre compte que l'audience, tout était faux, en fait. Il a simulé une salle d'audience en 422, alors que la plaidoirie, comme c'était moi-même qui voulais aller plaider ce dossier-là, se passait en fait en 435. J'arrive, cette nouvelle juge prend le dossier, je lui dis, mais moi-même, je veux me défendre et vous n'aviez pas accepté ce dossier en référé, en civil. Il fallait envoyer ce dossier-là au pénal. Comme ça, il aurait été sanctionné, il serait allé en prison pour la diffamation qu'il a fait et tout ce qu'il a élaboré derrière. Et à ce jour, j'attends la décision qu'ils ont prise pour pouvoir faire appel de cette décision. Alors, à mon avis, Gladys, il va y avoir des suites à ton dossier. Hein, je te le dis tout de suite. Ça m'étonnerait que ça reste là. Donc là, pour l'instant, on a fait le tour de ce que tu avais à dire, qui était important. Là. Oui. Mais ce que je pense, Gladys, c'est que comme il va y avoir des audiences qui vont suivre, il y a de grandes chances qu'on fasse un nouvel épisode de ton aventure. Oui, mon aventure, elle est longue. Parce que il y a la Constitution, il y a toutes ces audiences-là, et derrière, je les balance des mails avec tous les mails sexuels qu'envoyait M. Franck Nicolas de BNP. BNP Paribas, c'est BNP Paribas qui paye pour bloquer, en fait, quand je dénonce, parce que quand j'ai mis ça sur TikTok, j'ai eu 12 000 et quelques cas de vues, en fait. Et donc, du coup, BNP était emmerdé parce qu'en fait, ça faisait de la mauvaise pub pour bien sûr, mais parce qu'il a une fonction importante au sein de la BNP. Il a une fonction importante. Il est responsable des asset management. Les asset management, en fait, moi, comme je fais dans la cybersécurité, tout ce qui est asset, ce sont des biens, ce sont des clients. Ça veut dire qu'il s'entend avec des chefs d'entreprise. Christophe, c'est là où j'ai compris que tous mes emplois que je perdais, c'est lui qui appelait les chefs d'entreprise pour me faire licencier. Ben oui, j'ai anticipé. Bon, en tout cas, ton témoignage, Gladys, il est précieux parce que tu démontres des mécanismes, mais sauf que toi, en plus, tu as attaqué dans les procédures. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Ça montre que quand on a de la résistance, quand on a un savoir, quand on a des compétences d'ordre juridique, des fois, ceux qui essayent de faire souffrir les gens, ils vont finir par souffrir eux-mêmes. Je te le dis tout de suite. D'accord? Là, on va voir, comme tu m'as dit que tu avais une audience donc, dans les prochains jours. Hein. C'est quand, au mois de juin? Oui, le 20. La convocation est arrivée le 20. Bon, ben écoute, ce que je veux dire, c'est si tu avais un petit mot de la fin, parce que là,
on a fait le tour de ta première étape, là. Oui. D'accord? Si tu avais un petit mot de la fin à dire, ce serait quoi? Ce que je veux dire comme mot de fin, c'est que il faut que la justice se fasse et qu'on retire ce qui est pas utile dans mon dossier parce que le monsieur Franck Nicolas n'est pas mon mari, n'est pas le père de mes enfants et qu'on gère le dossier de mes enfants, que la France fasse correctement la justice et me laisse vivre en France tranquille. S'ils veulent pas de nous, qu'ils nous disent qu'ils ne veulent pas de nous et qu'ils me rendent mes enfants et qu'on aille ailleurs. Nous, on ne veut pas faire partie de leur réseau ni de leur système et qu'ils arrêtent de nous voler de l'argent dans leur business judiciaire. Les enfants sacrifiés de la justice, nous, on n'en veut pas. Bon, c'est ce que écoute, moi, je veux. Voilà. Bon, allez, tu dis à tes deux petits, à ta petite fille et à ton garçon que tu les aimes toujours comme une mère, d'accord? Donc, pour qu'ils aient un petit mot d'amour dans cette vidéo, d'accord? D'accord. Je dis à mes enfants que je les aime et que je vais les retrouver, même si ça fait 7 mois que je ne les ai pas vus. Je les aime et que je combats toujours pour eux. Tout ce que je fais au jour d'aujourd'hui, c'est pour combattre pour eux et je veux les faire sortir et ils sortiront bientôt malgré tout ce système judiciaire. Voilà ce que je voulais dire et que je les embrasse très, très fort. Voilà. Ça, c'est le dernier mot de la fin, Gladys. Et moi, je te remercie beaucoup pour ce témoignage-là. Je le mettrai en ligne sur mes réseaux dès demain matin. Je t'enverrai les liens, d'accord? Parce que là, j'ai 2 autres rendez-vous qui sont importants, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui m'appellent. Mais là, ton témoignage à toi, il va être précieux, d'accord? Parce que tu as démontré des mécanismes dans la globalité de ce qui se passe, d'accord? Et ça, pour moi, c'est quelque chose de précieux. Donc, si tu m'autorises, je te dis au revoir en te faisant une bise amicale, d'accord? Et j'envoie le générique de fin et je te dis à très bientôt pour une suite de ce premier épisode de ton témoignage. T'es d'accord? Allez, ok. À bientôt. Merci Gladys, à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.